c'est Philippe Juvin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là avec nous ce matin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, rapporteur général du budget. 416 interpellations, 283 rien qu'à Paris. Foot rime maintenant nécessairement avec violence ? Oui, quand la France a gagné la Coupe du Monde il y a une trentaine d'années, il n'y avait pas tous ces sujets. Aujourd'hui, c'est devenu quasi automatique. Ce qui me paraît intéressant, c'est de comparer la situation à Budapest cette nuit, là où il y a eu le match. Il y avait des vrais supporters. Et la situation à Paris, ça n'a rien à voir. À Budapest, c'était calme. À Paris, c'était dément. C'est quoi, c'est une violence intrinsèque dans la société qui ressurgit à chaque fois qu'il y a un événement ? Dans l'ensauvagement, avec des tas de gens qui en réalité détestent la France. En venant à votre émission, je suis passé par certains quartiers de Paris. On voit des voitures brûlées, du matériel abîmé, etc. Aux urgences de l'hôpital Pompidou, dont je suis le responsable, il y a eu plusieurs dizaines de patients qui ont été amenés, blessés, à la fois des forces de l'ordre et des manifestants. On voit bien qu'on est dans une société très brutale et il faut reprendre le pouvoir, il faut reprendre la main. Alors comment on fait ? Moi, je pense qu'il faut d'abord taper au porte-monnaie. Quand vous cassez un abribus, là, le jeune intellectuel qu'on a vu taper avec son pied sur un abribus qu'il a cassé, on peut l'identifier avec la caméra, on lui demande de payer, ça va le faire réfléchir. Et puis après tout, s'ils veulent le contact, voilà, si ces gens-là veulent le contact avec les forces de l'ordre, il faut peut-être leur offrir le contact avec les forces de l'ordre. Il y a un moment donc une doctrine de maintien de l'ordre qui soit probablement. On voit que le niveau de violence augmente, ils cherchent le contact, que les forces de l'ordre peut-être aillent au contact. Donc je mets ça dans le débat, mais réellement le type de réponse que nous avons aujourd'hui est insuffisante, et ce n'est pas à cause de la police, et ce n'est pas à cause de la justice. Il y avait quand même 22 000 policiers qui ont été déployés. C'est un dispositif sans précédent pour une finale. Ce n'est pas à cause de la police ni à cause de la justice. Les juges et les policiers font leur travail avec les moyens que l'on leur donne, la loi qui existe. Et les moyens. Parce qu'on disait qu'il faut remettre des policiers sur le terrain, mais là, ils étaient là et ça n'a pas dissuadé ces casseurs. Écoutez, ce que j'observe, et ce que vous observez, c'est qu'on se réveille ce matin, dans Paris, il y a des voitures brûlées, il y a un Paris qui est saccagé. Donc on voit que notre position est inadéquate. Comment on fait ? Les envoyer en prison, en réalité, c'est très compliqué. D'abord, les prisons sont saturées. Et puis, vous chopez un gars, il va vous raconter que lui, il était là, il a été pris dans la foule, etc. Et évidemment, on ne peut pas reprocher au juge de ne pas être sévère. On est très sévère. La justice est très sévère, contrairement à ce qu'on dit. Mais elle applique la loi telle qu'elle existe. Moi, je crois qu'il y a un code pénal. Il faut l'appliquer pleinement. Deuxièmement, il faut se poser la question de faire payer les gens. Ils dégradent, ils payent au porte-monnaie. Vous allez voir, c'est plus efficace que de les envoyer 2 mois en cabane. Et troisièmement, encore une fois, ils veulent le contact physique avec les forces de l'ordre. Qu'on leur offre le contact physique. Gabriel Attal a donné hier son premier meeting de campagne. C'était au Parc des Expositions à Paris. Pendant ce temps-là, on n'entend pas Bruno Retailleau. Il est où ? Ah, c'est pas tout à fait vrai, vous êtes très sévère. Il y a une grande interview de Retailleau aujourd'hui dans le JDD. Retailleau met sur la table un certain nombre de propositions. Ça va jouer sur quoi cette campagne d'élection présidentielle ? Moi, je crois que ça va se jouer sur la question, c'est où sont les gens sérieux ? Voilà. Où sont les gens qui mettent sur la table des propositions qui sont à même de changer les choses ? Gabriel Attal ? Je ne dis pas ça, je dis Gabriel Attal fait de la communication. Il est très bon communicant. Il a un très grand talent de communicant. Où est la colonne vertébrale ? À un moment, les gens vont se demander où est le bilan de chacun. Où est le bilan d'Édouard Philippe à Matignon ? Où est le bilan d'Attal à Matignon ? Il y restait peu de temps. Ils sont comptables du macronisme ? C'est un échec, le macronisme, pour vous ? C'est 10 ans d'échec ? Non, mais d'une certaine manière, par définition, tous ceux qui ont gouverné avec le président Macron sont comptables de son bilan. C'est vrai que Gabriel Attal a essayé de s'éloigner du bilan d'Emmanuel Macron en critiquant lui-même le président de la République, ce qui entre nous n'était pas très sympa de sa part parce qu'il lui doit absolument tout. Ce qu'a fait aussi Édouard Philippe en demandant sa démission. Oui, vous avez raison, absolument. Je pense qu'il faut être reconnaissant à ceux qui vous ont nourri. Moi, mon candidat, c'est Bruno Retailleau pour une raison assez simple. C'est que d'abord, je suis membre des Républicains et les Républicains ont choisi ce candidat. Et deuxièmement, moi, je connais Retailleau depuis longtemps. En fait, c'est un type très sérieux. Voilà, très, très, très charpenté et qui veut mettre sur la table des choses qui sont très étudiées. Le retour de l'ordre, on en parlait avec les manifestations des petits voyous, là, des petites frappes. Retour de l'ordre dans la rue, retour de l'ordre aux frontières, retour de l'ordre dans les comptes publics. La question des comptes publics est très importante. Donc, c'était déjà ce que disait Valérie Pécresse et elle a fait moins de 5%. Est-ce qu'à un moment, Absolument. ce qu'on disait sur ce plateau avant que vous n'arriviez, Pourquoi ? Est-ce qu'à un moment, des représentants des Républicains pourraient lâcher Bruno Retailleau au profit d'un candidat plus central, peut-être Édouard Philippe, qui se dit lui aussi de droite, tout simplement pour éviter
ce duel entre le RN et LFI au second tour? Ah, mais de toute façon, je crois que tout le monde veut éviter ce duel. Et j'ose espérer que chez Attal, comme chez Philippe, comme chez les uns et les autres, tout le monde veut aussi éviter ce duel. Simplement, je trouve que c'est un peu gonflé de mettre sur le débat en permanence, de ne poser qu'à Retailleau la question « Est-ce que vous êtes prêt à démissionner ?» Non, je suis désolé, quand vous commencez un match, comme il le fait, vous dites que vous allez aller jusqu'à la fin du match, sinon vous n'êtes pas crédible. Et il a raison. Donc on verra dans quelques mois où en sont les Français, comment ils ont compris les choses. Mais je vous dis tranquillement les choses. Une campagne des présidentielles, c'est deux choses. C'est quel est mon bilan ? Voilà, aujourd'hui, quel est le bilan de Gabriel Attal à l'éducation, à Matignon? C'est une question qui mérite d'être posée. Quel est le bilan de Retailleau à l'intérieur? Ça, on peut en parler. Il a pris des mesures pour réduire en particulier l'immigration légale, qui ont été détricotées dans la suite, dès qu'il est parti, mais il a pris ces mesures. Et quel est votre programme? Et le programme, c'est la reprise de contrôle. Il faut reprendre le contrôle. La France, on est en train de perdre le contrôle. Reprendre le contrôle dans les comptes, c'est ce que vous disiez. On annonce 6 milliards d'économies face aux difficultés à la guerre. Vous dites que c'est beaucoup plus? Alors non seulement, c'est vrai, le gouvernement dit on va faire 6 milliards d'économies. Je vais être un peu technique, pardon pour les gens qui nous écoutent, mais d'avoir 6 milliards d'économies, c'est 0,2% du PIB, c'est très insuffisant. Moi, je pense que les vraies économies devraient être plutôt à 8 à 12 milliards. Pour des raisons législatives, le gouvernement a le droit, sans loi de finances, par décret, de diminuer les dépenses de 12 milliards. Je n'entre pas dans les détails, mais ayez ce chiffre en tête, 12 milliards. Moi, je pense qu'on doit il faut probablement y arriver. Premier point. Deuxième point, quand le gouvernement annonce 6 milliards d'économies, en réalité, quand vous entrez dans les chiffres, ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas 6 milliards d'économies. Le ministre a un raisonnement qui se défend, mais qui n'est pas le mien, qui consiste à dire on va faire 6 milliards par rapport à ce que la crise pourrait nous faire dépenser. Moi, je pense qu'il faut considérer que nous avons voté un budget, et ce budget, il faut le baisser de 6 milliards. Le ministre dit, on a voté un budget, il va augmenter à cause de la crise, et donc on va le baisser de 6 milliards. C'est tout à fait différent. Donc, mais où on va chercher l'argent? C'est toujours ça le problème. Vous dites qu'il faut aller chercher dans tous les ministères. Ça nous rappelle un peu la RGPP de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on peut couper comme ça aveuglément partout? Non, pas aveuglément, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a plein d'argent. Simplement, on le jette par les fenêtres. Enfin, dans la santé, on finance des hôpitaux où la qualité des soins n'est pas satisfaisante. Dans certains hôpitaux. Mais il y a trop d'argent dans l'hôpital, c'est juste qu'il est mal utilisé? Non, mais je ne dis pas qu'il y a trop d'argent, il y a beaucoup d'argent. Nous sommes, quand vous comparez la France et les pays voisins, le pays qui met le plus d'argent parmi les grands pays comparables, les États-Unis mis à part, dans la santé relativement à son PIB. Donc il est faux de dire qu'il n'y a pas d'argent. Et on a des déserts médicaux partout. On met beaucoup d'argent. Et pourtant, tout le monde se plaint, à raison, de la qualité des soins. C'est l'efficacité de la dépense publique. Exactement. Mais je peux parler aussi d'autre chose. Regardez, baladez-vous en France. Il y a des ronds-points tous les 300 mètres. Un rond-point, c'est 1 à 2 millions d'euros. Est-ce qu'on a vraiment besoin de dépenser tout cet argent aussi? Donc vous voyez, la France, en fait, il faut bien comprendre que nous dépensons beaucoup plus que nous ne gagnons. Et donc la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il faut faire des économies. Où fait-on des économies? La première dépense, ce sont les retraites. La seconde dépense, c'est la santé. Autrement dit, si quelqu'un ici à ma place un jour vient vous dire on va baisser les dépenses sans toucher ni aux retraites ni à la santé, il vous ment. Alors oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réduit les soins, ou ça veut dire qu'on réduit les pensions des retraités? Ça veut dire que sur les retraites, il faut travailler beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui, mais beaucoup plus longtemps. Chaque année gagnée, en gros, on va améliorer notre budget de l'ordre de 10 à 15 milliards. Une année en plus travaillée, c'est 10 à 15 milliards de recettes fiscales en plus. Eh bien, c'est probablement au moins jusqu'à 67 ou 68 ans. 68 ans ? Le système idéal étant probablement de dire aux Français, vous partez quand vous voulez à la retraite, mais vous en assumez les conséquences. Vous voulez partir à 60, vous partez à 60. Donc vous voulez plutôt sur l'idée 68, vous partez à 68. On enlève la mesure d'âge et on fait de la durée de cotisation. Et puis si vous partez plus tôt, vous avez une décote. Absolument, mais probablement il faut que les Français comprennent qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui à ouvrir tous les jours des nouveaux droits. On ouvre des nouveaux droits, des nouveaux avantages, des nouveaux remboursements de médicaments, mais on n'a pas de quoi payer. Pour avoir de quoi payer, il faut dépenser moins et travailler plus. Parce que ça, c'est aussi un autre élément. Nous sommes, de tous les pays de l'OCDE, celui qui travaille le moins. Quand on prend la quantité d'heures travaillées en France divisée par le nombre de gens en âge de travailler,
nous sommes à la queue. Et ça, c'est un problème. Alors, pour la sécurité sociale, effectivement, on rembourse des médicaments comme le Wegovy et le Mounjaro. Ce sont des médicaments pour lutter contre l'obésité. 65% de remboursement par la sécurité sociale. C'était nécessaire, c'est satisfaisant pour ce genre de... Alors, ce sont des très bons médicaments. Vous savez que l'obésité, c'est une maladie chronique qui est plurifactorielle et qui a des conséquences très importantes sur la santé publique. Donc, c'est très important de lutter contre. Et il y a ces médicaments que certains ont appelés médicaments miracles qui ont pour effet, par une injection toutes les semaines, de vous donner moins envie de manger, pour faire simple. Et c'est vrai, quand vous ne mangez pas, vous maigrissez. La nature est ainsi faite. Le problème, c'est que ça coûte très cher, 300-400 euros par mois. C'est très bien de les rembourser, mais nous n'avons pas le début de commencement du financement. Donc moi, je pose naïvement la question, tout ça, c'est très sympa d'ouvrir des droits supplémentaires, mais comment on paye? Et donc, rendre ces médicaments remboursables, pourquoi pas? Au plan médical, c'est indéniablement un avantage, mais je vous le dis qu'on n'a pas de quoi payer, donc il faudrait dérembourser autre chose. Et c'est là qu'on attend les hommes et les femmes politiques. Vous voulez rembourser ça? Dans ces cas-là, que faites-vous pour retrouver un équilibre? On va avoir un déficit de l'assurance maladie, probablement, enfin de la sécurité sociale, probablement de l'ordre de 25 milliards cette année. Et on ouvre un nouveau remboursement sans se poser la question à un seul instant de savoir comment on va payer. Je vais vous dire, ça c'est d'une certaine manière assez irresponsable. Il faut une règle d'or budgétaire, comme le propose Édouard Philippe. C'est indispensable. Donc on ne voterait plus un budget en D'abord, il n'y a pas qu'Édouard Philippe. Et la droite l'a proposé, oui, effectivement, à la dernière présidentielle. Retailleau l'a proposé, je l'ai proposé, Breton l'a proposé. Sarkozy l'avait fait voter. Il n'avait pas pu aller au bout de l'appliquer parce qu'il n'avait pas la majorité au Congrès. Il faut évidemment se fixer une règle d'or. En fait, s'interdire de dépenser plus qu'on ne gagne. Enfin, c'est assez ahurissant. Pour que les Français comprennent, cette année, les recettes de l'État, ça va être environ 315-320 milliards. On va emprunter 300 milliards. Vous voyez, c'est comme si vous gagnez tous les mois 1 000 euros et en plus, vous empruntez tous les mois 1 000 euros. Est-ce que c'est crédible? Non. C'est la faillite assurée. Des soignants ont écrit au Premier ministre pour empêcher la convocation de la commission mixte paritaire sur le projet de loi sur la fin de vie par le gouvernement Sébastien Lecornu. Doit-il la convoquer, cette fameuse commission? Moi, je trouve, si vous voulez, que d'abord, c'est une loi expéditive qui ne répond pas au vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la question des soins palliatifs. Moi, j'ai eu des demandes d'euthanasie dans ma carrière de médecin. Elles ont toutes disparu quand vous apportiez une réponse aux patients. Une réponse médicale sur une douleur physique, psychologique, un accompagnement. Et pire que ça, quand vous regardez les gens qui entrent en unité de soins palliatifs, aujourd'hui, 3% demandent à mourir immédiatement, ils demandent l'euthanasie. 7 jours plus tard, ils ne sont plus que 0,3%, 10 fois moins. Donc vous dites à Sébastien Lecornu... Parce qu'on leur a apporté une réponse. Donc je dis à Lecornu, l'urgence, elle n'est pas de légaliser l'euthanasie, c'est-à-dire l'injection qui tue. L'urgence, elle est de développer les soins palliatifs. C'est ça le vrai sujet. Côté sociétal, Gabriel Attal propose la GPA éthique. Vous êtes médecin. Qu'est-ce que... Ça existe, la GPA éthique? La GPA éthique, c'est-à-dire qu'on ne paye pas pour demander à une femme de porter un bébé pour soi. Eh bien, ça n'existe quasiment pas. En fait, tous les pays qui ont légalisé la GPA, on paye d'une certaine manière. Alors, les gens se trichent biaisent en disant mais c'est éthique parce qu'en fait, on ne paye pas directement la femme. Oui, mais vous payez des intermédiaires, vous payez des cliniques, vous payez des gens qui fabriquent du matériel. Donc, moi, je suis totalement opposé à la GPA. La GPA, c'est en fait la marchandisation du corps de la femme. Et ce n'est pas acceptable. Donc, vous voyez, c'est une grande différence d'appréciation. Je suis rigoureusement contre la GPA. Merci à vous, Philippe Juvin, d'avoir été notre invité ce matin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, rapporteur général du budget.